On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, un débat qui va bien sûr faire rage au cours des prochains mois. C'est l'avenir du Pont-Gouin. Il y a un citoyen d'ailleurs qui a décidé de prendre un peu le flambeau, c'est M. Adam Koch. Mais d'abord, parlons des travaux d'agrandissement à l'hôpital du Richelieu, puisqu'on vient de procéder au lancement des appels d'offres. Profitons des prochaines minutes pour faire un peu le bilan, la mise à jour de ces travaux actuels et surtout futurs à l'hôpital du Richelieu. On a vu qu'on a procédé au lancement des appels d'offres. Pour en parler avec nous, le directeur de projet, M. Guy Banville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on en est à quelle étape? Parce que, justement, la semaine dernière, je recevais la nouvelle conseillère du district, puis elle me disait, bon, effectivement, pour la ville, c'est un enjeu, puis pour vous aussi, évidemment, parce qu'il va y avoir des travaux, ça va durer un certain temps, on sait qu'il y a des enjeux de stationnement. Et là, je disais à la blague à Mme Charbonneau, bon, à date, ce qu'on a vu, c'est rien, là, je veux dire, parce qu'éventuellement, et quand on voit d'ailleurs vos esquisses, on se doute très bien de l'ampleur des travaux. Bref, au moment où l'on se parle aujourd'hui, où en sommes-nous rendus? La semaine passée, on est allé en appel d'offres pour le lot 2. Vous savez qu'on avait fait le lot 1 au printemps, on s'était rencontrés. Le lot 1, c'était le déplacement de l'infrastructure. L'électricité, beaucoup. L'électricité, l'aqueduc et tout ça. Et tout ça, c'est terminé. Donc, on a le champ libre, en quelque sorte, pour faire l'agrandissement à l'arrière. Donc, les plans sont complétés. On est actuellement en appel d'offres sur le service d'appel d'offres électronique du gouvernement. Et ça va se terminer le 22 janvier. Donc, l'ouverture des soumissions, c'est le 22 janvier. On va avoir bientôt une visite des entrepreneurs. Bon. Quand on lance des appels d'offres pour des travaux aussi importants, est-ce que, d'abord et avant tout, est-ce qu'il y a une estimation des travaux qui a été faite de la part du C3S ou des services concernés? Avez-vous une approximation de ce que ça va coûter, le lot 2? Oui. En fait, le projet, moi, je suis directeur du projet pour le C3S, mais il y a la Société immobilière du Québec qui vient d'être fusionnée à Infrastructure Québec, qui pilote qui est en fait le gestionnaire du projet, en quelque sorte, et qui mandate les architectes et les ingénieurs que nous rencontrons. Et ils ont la responsabilité, les architectes et les ingénieurs, de faire des estimations du projet. Donc, à chacune des étapes, on a une estimation, évidemment, c'est selon le marché actuel, de ce que ça va coûter. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a demandé des budgets à Québec. Et évidemment, on se croise les doigts parce que quand le vrai prix va arriver, quand on va ouvrir les soumissions, parce que le jeu du marché va jouer. C'était ça un peu l'objet de ma question, parce que je ne sais pas combien les travaux sont évalués, mais je ne sais pas quoi, c'est 100 millions peut-être? Oui, en fait, c'est 105 millions qui a été annoncé, mais c'est tous les frais, là. Il y a les équipements, il y en a pour 17 millions, il y a les frais d'honoraires, il y a un budget de contingence, des imprévus, donc c'est beaucoup plus large que juste la construction. Parce qu'évidemment, quand vous allez rouvrir les enveloppes, ça peut être sur le prix, en bas ou en haut. Oui. Donc ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie du jeu. Et nous, l'enjeu est important parce que à travers le projet, il y a quand même certains espaces qu'on n'a pas pu aménager. Ce n'est pas la majorité, mais il y a quelques espaces. Donc, on compte sur cette marge de manœuvre-là. Si on n'y arrive pas par rapport à ça, bien évidemment, on s'assoit avec les instances pour s'assurer qu'on va compléter ça. Bon. Depuis qu'on a fait le lancement de l'appel d'offres, est-ce qu'il y a déjà plusieurs entreprises qui se sont manifestées, qui sont venues chercher des cahiers de charges? Oui, justement, j'en parlais vendredi, et il y a pas mal d'entrepreneurs, des sous-traitants qui sont venus. Évidemment, c'est intéressant, c'est un projet quand même d'envergure, et le CHUM et le CUSUM sont avancés, donc on s'imagine que ça va donner un certain espace pour les autres appels d'offres qui viennent. Donc nous, dans la région... Pour des entreprises qui ont déjà développé de l'expertise dans ce genre de travaux? Oui. Puis dans la région actuellement, il y a Charlemagne, je pense, qui fait des travaux, puis on est les prochains, là. Vous êtes les prochains sur la liste. On devrait être favorisés, je crois. Donc, ouverture des soumissions le 22 janvier. Oui. Et après ça, vous donnez quel délai pour, si tout est conforme, évidemment, là, pour prendre la décision finale? Bien, en fait, c'est une soumission à un prix forfaitaire, le plus bas soumissionnaire conforme. Donc,
après analyse des professionnels qui dure peut-être 2 semaines, on a une recommandation des architectes, des ingénieurs qui nous disent oui, toute la soumission est conforme. Et par la suite, la société immobilière, bien, en fait, ce n'est plus la société immobilière, c'est la Société québécoise des infrastructures va préparer les contrats pour une signature. Et dès la signature, l'entrepreneur général qui est choisi, en fait, celui plus bas soumissionnaire conforme, met en branle tout le processus, inscription à la CSST pour des grands travaux, etc. Ce qui veut dire que dans le meilleur des mondes, les travaux pourraient commencer quoi, dès ce printemps? Oui. Donc là, on va voir exactement ce que vous avez dit. Mais là, on va voir le produit final. Oui, c'est ça. À quoi ça va ressembler? Je ne sais pas si notre ami caméraman peut peut-être se déplacer pour venir voir ici. Juste pour évidemment qu'on se situe, évidemment, c'est le bâtiment actuel. Là. Oui. Ici, c'est la rue Macmillan. Oui. Et évidemment, ça, c'est la future urgence. En fait, je vous laisse un peu, détailler le tout. Là. Ça, c'est l'arrière de l'hôpital. Donc, c'est du côté de la garderie. Il y a une garderie là, au coin de Desaulniers et Macmillan. Donc, c'est tout le terrain qui est à l'arrière. Le bâtiment est complètement, fusionné avec l'existant. Donc, actuellement, il y a un débarcadère qui descend sous le sol. Il va être déplacé de ce côté-ci. Donc, on va libérer tout l'espace. Il y avait une entrée électrique, il y avait le gaz, puis il y avait l'aqueduc. Tout ça, c'est libre maintenant. On va pouvoir creuser puis faire les fondations. Donc, ce qu'on retrouve à l'arrière, en fait, c'est au rez-de-chaussée, c'est l'urgence au complet. Et ce qu'on voit ici, c'est la salle d'attente, qui est une espèce il y a comme une surhauteur, là, complètement libre, tout le long de la salle d'attente. Et il y a un corridor vitré qui vient se reconnecter là, sur le côté. Donc, il y a des corridors où on va rejoindre l'existant. Donc, ici, ça, c'est le garage. En fait, c'est plus un abri d'ambulance. Les ambulances arrivent de Pierre-Caisse et viennent ici déposer les patients. Pour ressortir par Macmillan? Pour ressortir, non, pas par Macmillan. Ils font un demi-tour et retournent sur Pierre-Caisse. Ils retournent sur Pierre-Caisse. Oui. Parce qu'ici, on le voit un petit peu, là, il y a comme une chaussée. C'est ce qu'on n'a pas actuellement. Là. En fait, on a une voie d'accès pour les gens qui veulent déposer quelqu'un à l'urgence. Donc, il y a une voie d'accès qui croise, qui aurait croisé si on venait rejoindre. Puis, il y a quand même une certaine... Et ce principe du virage en U, on le retrouve, je pense, aujourd'hui dans plusieurs hôpitaux, là, où les ambulances, parfois, ça dépend de la configuration des lieux, là, mais je l'ai vu à quelques occasions. Là. On avait fait quelques scénarios là, il y a quelques années. Et celui qui nous apparaissait le plus... C'était celui-là. C'était celui-là. Évidemment, en faisant ça, en s'imposant ça, parce qu'on ne voulait pas de croisement entre la population qui arrivait en voiture et une ambulance, là, on s'oblige de faire un petit viaduc de l'autre côté. Donc, grosso modo, ici, dans le fond, c'est l'urgence. Oui. Et à l'étage supérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, il y a 3 niveaux. L'autre, on le voit ici, sur le côté, c'est les soins intensifs. Et le dernier étage, c'est les laboratoires. Le bloc opératoire dans la partie complètement existante. Donc, il y a la chirurgie d'un jour, le bloc opératoire, la salle de réveil de ce côté-là. Évidemment, pour faire une histoire courte, on se trouve dans le fond d'agrandir l'hôpital actuel d'environ quoi? On dit 43 de la surface actuelle, donc c'est presque doublé. Oui. L'image qu'on vient de voir, si on commence les travaux au printemps, on en a pour combien de temps avant de voir ce résultat final? Début 2017. En fait, l'échéancier que je l'ai revalidé aujourd'hui, mais c'est un échéancier d'études. Ouais. Donc, c'est les architectes, les ingénieurs qui l'ont fait avec la Société québécoise des infrastructures, qu'on a accompagné évidemment. C'est fin 2016, début 2017. Donc, c'est à peu près dans cette période-là. On va parler de saison. Disons qu'à l'hiver 2017, ça va être pas mal sur le point d'être tout livré. Donc, un bon 3 ans. Assurément. Assurément. En fait, je pense que faire l'agrandissement, c'est une chose. Là, je veux dire, ça va se faire, mais il y a aussi la partie existante là, qui est quand même... on vient chevaucher des espaces existants tout à fait limitrophes. Là. Donc, on fait des travaux pendant qu'il y a des gens de l'autre côté. Donc là, ça devient plus délicat. Donc, le 3 ans se justifie amplement. Bon, je reviens un peu aux commentaires que me faisait la nouvelle conseillère la semaine dernière. Durant ce 3 ans-là, pour les citoyens, pour les patients, pour le personnel, comment allons-nous réussir à diminuer, autant faire se peut, les impacts de cette construction? Bien, en fait, on construit en grande majorité à l'extérieur. D'ailleurs, du bâtiment actuel. D'ailleurs, ce qu'on a fait, on a déplacé toutes les infrastructures pour le faire.
Ce qu'on a fait au niveau du stationnement, entre autres, là, parce que ça, c'est un impact, les gens doivent se questionner là-dessus. On a redessiné la partie du côté Macmillan qui a donné la possibilité de faire un gain au-dessus de 30 places. On va faire la même chose du côté Pierre Caisse. Et aussi, on a récupéré, c'est la fondation qui l'a fait avec Vinci Park, le gestionnaire du stationnement, on a récupéré les places. Il y avait des places qui étaient dédiées à une clinique à proximité. Donc, on va diminuer cette pression-là par rapport aux pertes de stationnement qu'on va avoir en arrière. Et en arrière aussi, on devrait aussi redessiner les cases parce que c'est pas optimal. Bon. Les travaux majeurs, évidemment, vont se faire le jour. Oui. Il n'y aura pas de travaux le soir ou la nuit en tant que tel? Non. Donc, non. Principalement le jour. Donc, pour les citoyens du secteur, il y aura une certaine inquiétude pour le soir et la nuit. Oui. Bien, c'est pas impossible qu'il arrive une situation où on doit aller, un petit peu plus loin, mais pour l'instant, c'est le jour. Bon, parce qu'une fois quand même qu'on fait la coquille, le reste de la construction va se faire à l'intérieur, bien évidemment. Oui. Est-ce qu'on a prévu déménager certains services graduellement au fur et à mesure que la construction va se faire, ou si plutôt on a pris la décision d'ouvrir le bloc en entier lorsque tout sera prêt? En fait, c'est pas possible de tout faire parce que pour pouvoir faire des parties des secteurs existants, il faut que des parties neuves soient faites. Donc, par exemple, pour faire les soins intensifs, pour aller travailler dans les soins intensifs existants, il faut que les soins intensifs nouveaux soient faits. Donc, avant de compléter le projet, il faut déplacer les gens qui sont à l'intérieur vers leurs nouveaux locaux. Donc, évidemment, il y a un jeu de domino par rapport à l'existant. Si on avait été complètement détaché du bâtiment, on aurait pu construire sans affecter l'existant, mais là, forcément, il y a un jeu de domino. Bon, parce qu'une fois que l'urgence, les soins intensifs, les laboratoires auront déménagé dans la nouvelle partie, ça va donc libérer forcément certains espaces à l'intérieur du bâtiment actuel. Oui. Ou ça va être quoi? Est-ce que c'est ça qu'on appelle le lot 3 à ce moment-là? Est-ce que c'est la finalité? Il n'y a pas de lot 3 comme tel. Mais est-ce qu'il y a donc des travaux qui vont se faire à ce moment-là lorsque les départements auront déménagé? En fait, il y a, pour vous expliquer, il y a un plan directeur immobilier du site là, en soi qui prévoit le réaménagement des vieux laboratoires. Quand les vieux laboratoires au deuxième vont être déménagés dans leurs nouveaux espaces, on pourrait faire le centre mère-enfant dans cette œuvre. Donc, il y a un projet là. Quand on va déplacer, le seul espace qui va rester, c'est un petit peu à côté, dans l'urgence existante, on déménage l'inhalothérapie. Il va rester un petit espace à côté, là, peut-être une dizaine de bureaux. Ouais. Alors, c'est pas majeur. Il y a, au troisième étage, il y a un espace également là, qui est prévu pour la prévention des infections. C'est surtout des bureaux qui vont rester à faire. Puis au sous-sol, il y a certains services techniques, là, des ateliers, des menuiseries, peinture qui vont rester à faire. Donc, c'est sûr qu'il va rester des espaces dans le futur comme dans l'existant un petit peu. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Ça fait combien d'années qu'on travaille là-dessus? La première idée du projet, c'est 2000. 2000, quand même. Oui, mais là, c'est loin, là. Mais le vrai projet, là, il était autorisé, je pense, 2007-2006. Bien, M. Banville, merci beaucoup de votre passage à l'émission, d'avoir vulgarisé ça, parce que je pense que là, le fait de voir un peu à quoi va ressembler le bâtiment, on peut se douter de l'ampleur des travaux. On sait maintenant que les appels d'offres ont été lancés, ouverture des soumissions le 22 janvier et probablement début des travaux ce printemps 2014 pour une ouverture, on le souhaite, quelque part au début de 2017. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de l'avenir de l'actuel Pont-Gouin. Vous savez qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, voire des prochaines années, on va beaucoup parler des travaux du centre-ville, mais en même temps de l'expropriation qui est déjà amorcée, après ça la démolition. On sait que Transport Québec veut construire un nouveau pont, mais
Qu'advient-il du pont Gouin actuel? Certains souhaiteraient évidemment qu'on puisse le conserver, même peut-être le rénover dans certains cas. On sait même qu'à la dernière campagne électorale, il y a même une candidate dans le centre-ville, Mme McCaffrey, qui s'est présentée uniquement sur cette thématique. Et un autre citoyen également qui est intéressé par la question et qui est venu questionner le conseil il y a quelques semaines, c'est M. Adam Koch. Bonsoir et bienvenue. Dites-moi donc, d'où vient cet attachement que vous avez au pont Gouin et pourquoi, évidemment, ce désir de garder le pont Gouin à tout prix? Écoutez, tout ça a pris naissance quand l'expertise du pont était publiée dans le Canada français au début de cette année. L'expertise était complètement incompréhensible. Oui, c'était en code et je n'étais pas le seul de questionner la validité de cette expertise. J'avais le sentiment que quelqu'un, quelque part, à un certain niveau d'administration, a essayé de passer un bit. Et je n'ai pas digéré. Donc, j'ai commencé de faire des recherches et j'ai commencé de parler avec des gens qui étaient aussi engagés que moi. Et on est venu à la conclusion que, vu que l'administration, la municipalité ou les MTQ, on ne sait pas qui, permettent à des véhicules d'utiliser le pont ne peut pas être aussi abîmé qu'ils prétendent. Si le pont est inutilisable, ils ont fait arrêter la circulation véhiculaire il y a longtemps. Ouais. Donc, le pont est bon. En fait, ce qui est très curieux avec le pont, puis évidemment, tout le monde nous en parle. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, j'ai parlé avec des plongeurs, puis il semble que si on va dans le fond de l'eau, les piliers ne se touchent même plus. Là, après ça, il y a eu évidemment les inondations. Transport Québec, à un certain moment, a décidé de fermer la circulation parce qu'on craignait que le pont soit emporté avec le courant. Et pourtant, et après ça, le même ministère dit à la Ville, bien là, écoutez, il y a urgence d'agir, là, il faudrait devancer les travaux. Mais en même temps, comme vous dites, quand on lit le fameux document, j'en discutais avec mon collègue Gilles Bérubé du Canada français, il faut être ingénieur pour lire ça. C'est pas très clair. Et en même temps, pendant tout ce temps-là, on continue à circuler dessus. Regardez, ce que je rapproche beaucoup à je ne sais pas qui, parce que c'est pas clair qui gère le dossier. Le Ville prétend que c'est le MTQ. Le MTQ dit qu'ils font que le Ville le demande. Ouais. Mais la première chose à faire, de mon avis à moi, et je vous admets que je ne suis pas ingénieur ni administrateur, mais ce qui devrait être fait, premièrement, c'est de construire le nouveau pont au sud de celui-ci. Ouais. Pourquoi? Parce que chaque jour que les véhicules passent sur le pont, ça l'abîme davantage. C'est une charge vive et il n'y a rien de pire pour une structure qu'une charge vive. Si on prend ces meubles-là et on commence à les brasser, ça ne durerait pas longtemps. Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'on devrait construire, dans le fond, un troisième pont, mais au sud. Au sud, définitivement au sud. Et conserver le pont Gouin et le rénover dans la mesure où, bref, ou renforcer peut-être sa structure pour le garder tel quel? Exactement ce que vous dites. Je prévois et j'espère qu'ils vont finir par enlever la circulation véhiculaire du pont Gouin pour empêcher le pont Gouin de s'abîmer davantage et le transférer sur un autre pont qui devrait être construit, d'après moi, le plus rapidement possible au sud. Pourquoi au sud? Parce que sans aucune étude disponible, je crois fermement qu'il y a beaucoup de circulation qui vient du sud d'Iberville. Tout le monde qui travaille à Saint-Jean, qui vient de Saint-Sébastien, Henryville, Savrevoix, de même Prédette. Quand vous dites construire le nouveau pont au sud, est-ce que vous parlez d'un axe qui pourrait se retrouver en quelque part à la jonction du boulevard du Séminaire et Jacques-Cartier, à la fin de Saint-Eugène,
pour aller de l'autre côté à l'intersection de la 35 et de la 133 à Saint-Athanase. Je sais que l'ancien député Yvon Lafrance avait déjà soumis cette hypothèse-là de le construire, dans le fond, complètement en bas du quartier Saint-Eugène. Est-ce que c'est ça que vous avez en tête? Ce que j'envisage et ce que je crois qu'il serait logique, si on parle côté Iberville, il y a un grand, immense terrain de vague au sud de Parc Goyette. C'est vrai, oui. Qui pourrait être utilisé comme tablier du nouveau pont. Et l'autre côté, c'est un parc immense. Je ne me rappelle pas le nom de ce parc-là, mais c'est un très grand parc qui pourrait servir comme tablier côté ouest. Parce que du côté d'Iberville, les terrains auxquels vous faites référence, de mémoire, dépassaient l'usine de filtration, c'est ça? Là, il y a le parc Goyette, il y a l'usine de filtration, et là, il y a des terrains vacants qui, de mémoire, appartiennent à Carrière-Bernier, qui sont face au collège militaire? C'est très près du collège militaire. C'est à peu près entre le collège militaire et la parc. Il y a un parc immense. Il y a une location de canots, il y a un parc de chiens, il y a un parc de promenade. Si on enlève... Ouais, dans le bout le parc Ronald Beauregard, l'ancien OTJ. Là. Je crois que c'est ça. ça. Et ça pourrait être utilisé comme... Croyez-vous, malgré tout ça, qu'il est peut-être minuit moins une, parce qu'on a l'impression que la Ville est déjà engagée dans un processus d'expropriation des bâtiments qui sont là-bas. Il semble fort bien que le MTQ veut bâtir un pont tout juste au nord de celui qu'on voit, le pont Gouin, et la recommandation est de démolir le pont Gouin. Je sais que durant la campagne, encore là, ça a fait l'objet de discussions, des gens qui disaient on devrait peut-être le garder pour les piétons, pour les cyclistes, ou je ne sais trop, mais est-ce que vous pensez qu'il n'est pas un peu minuit moins une là, pour changer la donne? Je crois que c'était prématuré d'avoir fait l'expropriation. Et une autre chose qui saute aux yeux, c'est que en 20 ans, si le pont est construit où ils veulent le construire au centre-ville, ça va être un embouteillage monstre. Saint-Jean va, je ne sais pas, je n'ai pas vu les chiffres, mais si j'avance que Saint-Jean va doubler sa population en 20 ans, je ne crois pas que j'exagère beaucoup. Je sais quand j'ai arrivé ici à Saint-Jean en 1980, j'avais de misère de trouver un bloc appartement où je pouvais louer un logis. Aujourd'hui, il y a des condos puis des appartements partout. Imaginez-vous qu'est-ce qui va arriver en 20 ans avec toute cette circulation-là qui se ramasse à Iberville et ensuite Centre-Ville Saint-Jean. Centre-Ville Saint-Jean, c'est des rues étroites. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont démolir les bâtisses? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a passé dans la tête de ce monde-là quand ils ont décidé de mettre un pont au centre-ville quand le centre-ville n'est pas construit pour recevoir autant d'autos, le masse de circulation qu'il va avoir dans l'avenir. Bon. En 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va grandir. Pour vous, dans le fond, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que vous souhaitez mobiliser ou réveiller la population? Là, il y a un nouveau conseil, il y a un nouveau maire. M. Fecteau a déjà rencontré le député Dave Turcotte pour le mettre en contact avec Transport Québec. Bref, parce qu'à la limite, la Ville pourrait toujours changer d'idée et forcer Transport Québec de faire autre chose, mais visiblement, ce qu'on entend de la part du ministère, c'est que le plan A, c'est d'en construire un nouveau à côté de celui-ci. S'ils font ça, ils vont faire une erreur monstre et dans l'avenir, ils vont apprendre, ils vont comprendre que ce n'était pas la chose à faire. Pour répondre à votre question, j'ai une très bonne entente avec Mme Dufresne, Mélanie Dufresne. Elle a assisté à une rencontre entre certaines personnes qui sont actives pour conserver le vieux pont. Elle a répondu à des questions à une reprise sur ce que j'ai eu une copie et une autre reprise où c'est moi qui ai envoyé d'autres questions. Elle m'a répondu qu'elle va prendre des démarches pour répondre à mes questions. Donc, j'ai confiance à Mme Dufresne. Et M. Fecteau, quand j'ai assisté au dernier conseil, dernière réunion de conseil, si j'ai bien compris ce qu'il disait,
c'est qu'ils vont revoir le dossier. Ouais. Bien, je pense qu'au final, et on verra bien la décision qui sera prise ultimement par la Ville et le ministère, mais il y a des zones grises en ce moment, et ça, je suis assez d'accord avec vous. Au moins que la Ville puisse prendre une décision éclairée avec toutes les données possibles. Et je ne suis pas convaincu qu'en ce moment, on les a toutes, là. Mais le mot-clé là-dedans, c'est éclairer. Oui. Et aujourd'hui, au moment de campagne, il n'y a rien de clair. Non, c'est pas clair. Je suis assez d'accord avec vous. Voilà. On ne connaît pas vraiment l'état du pont-Gouin. On ne connaît rien. Et c'est ça, oui. On ne connaît absolument rien. On ne connaît pas les coûts, on ne connaît pas l'état de Pont-Gouin, on ne connaît pas la provenance et la destination de la circulation, on ne connaît pas le volume de la circulation, on ne connaît pas la projection de la volume de circulation. Ça, c'est des choses de base que des administrateurs ont le devoir de connaître et partager avec la population. M. Coche, merci beaucoup de nous éclairer ou à tout le moins d'allumer quelques lumières et d'alimenter le débat. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir reçu. Plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que le week-end dernier, c'était le marché de Noël. Bien, ça se poursuit pour une deuxième fin de semaine, donc vendredi, samedi et dimanche à la place du marché. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits de la dernière séance du Conseil. Grille horaire, vous l'avez à l'écran. N'oubliez pas que le Télébingo est diffusé tous les dimanches matin 9h30 en direct au câble 9 et qu'il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine. Et il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. On est là demain. Bye-bye, prochain rendez-vous d'ericlatour.com.